I'm calling. A guy like you should wear a warning. Jack and Jill. Oh, they went up the hill. Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et même si je fais partie des personnes qui pensent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, il était temps d'enfin faire la suite de ce Girl Fight. Previously. It's about to be a what? Girl Fight! Robin a cette idée d'introduire les Pussycat Dolls qui vont être créés en 95 et qui vont tout de suite avoir une résidence à Los Angeles. Il va y avoir des rivalités et Nicole, ayant déjà une position de pouvoir, va avoir beaucoup de mépris pour les autres. Quand elle va voir que cette image va commencer à pas mal lui nuire, elle va faire un documentaire dans lequel elle va expliquer qu'en fait, elle était hyper méchante avec tout le monde parce qu'elle avait des problèmes de boulimie. Je peux comprendre que pour une meuf qui s'estime d'abord chanteuse, contrairement aux autres qui sont d'abord des danseuses, je peux comprendre que ce soit très difficile à vivre. Oui, nous étions déjà revenus sur la carrière des Pussycat Dolls et pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller voir avant la suite. Mais cette fois-ci, nous allons nous centrer sur l'histoire qui perturbe énormément de monde, à savoir pourquoi est-ce que la carrière de la fameuse leader, la fameuse Nicole Scherzinger, n'a jamais pris. C'est une question qui a été posée par plein de magazines, aussi bien anglais qu'américains, surtout américains, parce qu'il faut bien comprendre que si le reste du monde est un peu plus ou moins sympathique sur certains points avec elle, les Américains, eux, ils sont vraiment anti-Nicole en fait. Aucun de ses albums n'a vraiment fonctionné sur sa mère patrie et c'est quelque chose qui la blesse profondément. Elle en parle souvent avec regret, avec amertume et lors d'une interview en 2013 même, elle disait « Où est mon Tony Award? Où est mon Grammy Award ?» Vous voyez que tout le monde n'a pas la même chance que moi. Tout le monde n'a pas cette chance. A Grammy Award winning YouTuber like me, you know. Donc, où est mon Grammy Award? Où est mon Oscar? Elle se posait toutes ces questions-là parce que dans sa tête, elle remplit toutes les cases en fait. Même si certaines ne s'en rendent pas compte, elle sait danser et elle aime gagner assez facilement des shows de danse. Et bien sûr, même si certains ne se rendent pas forcément compte parce qu'elle a l'habitude de jouer de son physique, elle sait chanter. D'ailleurs, vous vous rappelez de la fois où la candidate vient à X Factor, elle est pas terrible, elle sait pas trop chanter, elle sait pas trop se comporter sur scène. Et Simon Cowell lui dit « Ah, tu me rappelles Nicole à ton âge et tout. » Et Nicole s'énerve et lui montre que « Hé frère, c'est pas parce que je viens d'un groupe de striptease là, je peux Whitney Houstonner. » C'est quelque chose qui passionne ses fans. Ils vont vous dire que Nicole sait chanter. Elle chante comme Mariah Carey, elle chante comme Whitney Houston, elle chante même mieux que Beyoncé. Selon moi, il y a quand même un fossé. Je vais expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que s'il faut chanter, Nicole sait chanter. C'était quasiment la seule chanteuse de son groupe. Et dans son cerveau, vous avez dû le comprendre si vous avez vu la précédente vidéo. Elle a l'impression qu'elle n'a pas la carrière qu'elle mérite. Surtout au vu de son ego et du fait qu'elle est partout en fait. C'est une espèce de juge international. Elle fait quasiment tous les jurys de X Factor dans le monde. Donc on la voit. Mais les gens n'arrivent pas à accrocher. Ils n'arrivent pas non plus à accrocher quand elle se lance dans la vague latino comme elle le fait en ce moment. Mieux encore, elle l'a affirmé, elle va dire « Oui, je crois que je ne marche pas parce que je n'ai pas vendu mon âme au diable. » Mais est-ce que c'est véritablement vrai? Est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'elle a un mauvais marabout ou alors parce qu'elle a une mauvaise direction artistique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Vous savez, il faut cliquer sur la cloche et ce genre de choses là. Et c'est le début. Alors Nicole Scherzinger est née à Hawaï, elle grandit dans le Kentucky aux États-Unis et c'est une petite fille qui est bien sûr passionnée par tout ce qui est artistique. Elle danse, elle chante, mais c'est surtout aussi un autre level de American Baby. C'est-à-dire que les American Baby classiques dont on parle souvent, c'est les bébés qui quand ils pleurent, c'est un peu comme une mélodie, quand ils marchent, c'est un peu comme s'ils faisaient une chorégraphie. Nicole, c'est encore plus fort. Nicole, elle, c'est depuis l'hôpital. C'est-à-dire qu'au moment où on voulait couper le cordon ombilical, la petite embellissait déjà tout l'hôpital avec ses vocals, les infirmières étaient subjuguées. Vraiment, c'est qui cette Gladys Knight au nez bouché? Putain, mon nez est rouge de ouf. C'est-à-dire que l'hôpital tout entier était dans l'euphorie totale parce que Nicole, elle est née, comme elle vous le dit elle-même, en chantant. Hello, my name is Nicole Scherzinger. I
was born on the island of Hawaii, but I grew up in the South in Louisville, Kentucky, and I came out of my mama singing. Après cette naissance, dans la grâce des vocals, bien sûr, Nicole n'a jamais cessé de se perfectionner et surtout de faire plein de petits shows jusqu'au jour où sa première heure de gloire va arriver. C'était dans l'émission Popstar aux États-Unis. Elle est sélectionnée pour faire partie de son premier groupe, Eden Crush pour ceux qui s'en souviennent. Et là, elles vont avoir ensemble leur premier succès. C'était produit par David Foster et c'était ça. Yeah, I was right there like a little wife. I was everything that you need, always in line. I was C'est encore l'époque des girls band, elles arrivent un peu après la vague, mais elles sont plus ou moins bien placées quand même, parce qu'elles vont vendre 500 000 exemplaires. Elles vont même faire une tournée avec Jessica Simpson, NSYNC, c'est-à-dire qu'elles essaient de se positionner sur ce créneau-là, jusqu'au jour où le label va les appeler pour leur dire que, en fait, les filles, on n'a plus de budget en fait. C'est un des groupes pop de l'époque très marketé, donc il faut énormément de budget pour les promouvoir. Et même si l'album n'est pas un flop, parce qu'elles font 500 000 et le premier single, encore une fois, était un tube à l'époque, il fallait plus de moyens. Or, le label est en banqueroute. Et c'est donc comme ça que le groupe va se dissoudre et que chacune des filles va se chercher. Nicole est celle qui va avoir le plus d'opportunités parce qu'elle est celle qui s'est fait le plus de contacts dans le business. L'un de ses premiers contacts qui va très vite devenir un ami, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré lors d'un show. Ils sont plus ou moins très différents musicalement à l'époque, mais il la kiffe bien et au moment où il veut faire la transition vers un son plus pop pour son groupe, qui est un groupe à la base très engagé, il l'appelle et se dit: on vient de se séparer d'une autre chanteuse originelle, est-ce que tu ne voudrais pas faire partie des Black Eyed Peas? À l'époque, ils viennent de sortir notamment ce titre-ci qui reste à jamais ma favorite du groupe. Vous pouvez débattre dans les commentaires, ça vous concerne vous, mais en ce qui me concerne moi, ce sera à jamais ma chanson préférée des Black Eyed Peas. Toujours est-il que will.i.am, quand il entame ses transitions vers un son pop, et il y a aussi une vidéo sur le groupe sur la chaîne que vous devriez regarder pour comprendre mieux de quoi il s'agit, mais ils entament une transition vers un son pop, il leur faut donc une pop star, une fille plus en vue, plus sexy, et le label, eux, ils veulent une fille blonde, parce que ce sont les filles blondes qui cartonnent à l'époque, et de l'autre côté, le petit ami de Nicole Scherzinger, qui est un rocker assez connu à l'époque, ne veut pas trop qu'elle entre dans ce genre de formation mainstream. C'est donc comme ça que Nicole ne va pas rejoindre les Black Eyed Peas, ils vont connaître le succès qu'ils vont connaître et quelques années plus tard, elle va bien sûr se lancer avec les Pussycat Dolls avec le fameux premier single que tout le monde connaît, Don't Cha. On ne va pas revenir sur ce qui a fait le succès du groupe et de la formation, qui à la base est un show de burlesque. Nicole s'impose, mais surtout, Nicole, elle a toujours voulu être une chanteuse solo. Elle n'est pas jumelle en fait. Quand elle est sortie du ventre de sa mère, elle chantait et elle chantait seule. Et elle veut pouvoir continuer à chanter seule. Dans les Pussycat Dolls en plus, c'est quasiment elle qui pose sur toutes les chansons. Le groupe est centré sur elle parce que derrière aussi, quand elle a signé son contrat, elle a directement signé pour son premier album solo. Quand en plus elle se retrouve avec des filles qui, parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude et qui pour la plupart sont en vérité incapables de l'accompagner quand il faut faire des trucs totalement en improvisé. Comme la Faux, le fameux présentateur prend sa guitare et les piège en leur disant oui, ce serait cool qu'on chante ensemble une chanson et que toutes les autres sont totalement larguées parce qu'elles n'ont pas l'habitude et que c'est Nicole qui sauve la prestation. Horrible moment télévisuel. It's high. It's really high. One more time. Franchement, à la place des autres filles du groupe, j'aurais insulté le présentateur là avant de partir de l'émission. Là, il les avait vraiment humiliés en sachant ce qu'il faisait parce que le fait de demander que tout le monde chante, il savait très bien qu'il y allait avoir des gens piégés là et elles ont toutes été piégées sauf Nicole. Donc ce genre de moments vont un peu gonfler son ego parce qu'elle avait déjà un ego sacrément, voilà. Et ça va continuer à le gonfler, surtout qu'à l'époque, nous sommes en 2005-2006, rappelez-vous, tout le monde pense que Nicole, c'est la prochaine concurrente de Beyoncé. Rihanna, on ne la voit même pas encore à ce niveau-là. Rihanna, c'est la fille qui vient d'avoir des tubes, mais tout le monde se dit que Nicole, là, vraiment avec tout ce qu'elle sait faire, elle vient d'un groupe de filles, on fait tout de suite le parallèle et on se dit, elle, là, elle a tout le package et elle va venir bouffer sur la scène mainstream. C'est aussi comme ça que Nicole se pense et c'est pour ça que dès que la première tournée des Pussycat Dolls se termine, elle est focus sur son premier album solo et Interscope qui, depuis le départ, avait prévu de faire cet album solo de Nicole là, mais tous les moyens derrière elle. On va avoir des prémices d'elle en solo et les prémices d'ailleurs laissaient penser qu'elle arrivait avec Hiroshima en fait. C'était pas de la blague. Le premier titre c'était avec Event et je l'écoute d'ailleurs toujours. Et le second titre qui va être son premier succès entre parenthèses hors Pussycat Dolls, c'était bien sûr le titre Come To Me avec Didi. Et ce que je kiffe dans Come To Me, c'est que ça fait vraiment j'arrive pour vous défoncer en fait. Rien que le beat là, ça fait vraiment je suis partie du groupe. Maintenant là, toute la scène pop va me respecter.
franchement, la toute première fois que j'ai vu ce clip, je me suis dit, Houston, we may have a problem here. Parce que la fille montrait vraiment qu'elle était prête et que rien ne pouvait l'arrêter, surtout avec un gros label derrière elle. Quelques mois vont passer, bien sûr, elle va annoncer son album qui s'appelait Her Name is Nicole, pour bien rappeler, pour ceux qui n'avaient pas bien compris là, que elle s'appelle Nicole. D'ailleurs, dans le premier single qui va arriver quelques mois plus tard, on vous répète en boucle Her name is Nicole, son nom c'est Nicole, c'est Polo Dadon en plus qui produit et il ne fait que vous le dire parce que selon lui, dans les mois à venir, dans les années à venir, la meuf est là pour rester. Donc autant mieux que le nom là s'imprime dans vos petits cerveaux là tout de suite. En plus, c'était en featuring avec T.I. qui venait de cartonner à l'époque avec King. C'est-à-dire que la machine était rodée, producteur du moment, l'une des chanteuses les plus en vue du moment, juste après le succès de son groupe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu 10 ans après les Pussycat Dolls, avec le rappeur du moment et le son plus ou moins du moment. Nicole, dans sa tête, elle pensait Hiroshima. Sauf que Hiroshima va se transformer en pétard mouillé, le truc qui ne fait même pas exploser votre verre d'eau en fait. Le premier truc qui va se passer à la sortie de ce single, c'est qu'il va être accompagné d'une polémique. Une chanteuse d'un groupe de R&B hyper populaire, l'un des plus populaires de tous les temps, va aller à la radio américaine. Quand elle va entendre la chanson, on va l'appeler dans les grosses radios américaines parce qu'elle a un certain pouvoir. Et elle va dire, oui, franchement, je trouve que ce qui se passe n'est pas très bien. On va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, légende? En plus, bon, on est très doux avec elle parce qu'il y a quelques années de ça, l'une des membres de sa formation est décédée. C'est un groupe qu'on aime beaucoup. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Je vous laisse le dire dans les commentaires si vous avez vu de qui il s'agit. Donc, cette jeune femme parle et elle s'exprime en disant notamment que il se pourrait que Nicole Scherzinger lui ait volé sa chanson. À ce moment-là, Nicole essayait encore de se créer une image, notamment dans la scène R&B hip-hop. Elle était un peu la pop star des Pussycat Dolls, mais elle n'était pas forcément connue ou alors très appréciée des radios et du public R&B hip-hop, surtout que dans l'imagerie générale, c'était un peu la meuf beaucoup trop mise en avant des Pussycat Dolls. Donc il y avait un peu un côté relationnel très froid envers sa personne. Quand une personne confirmée et appréciée, elle de son côté, vient à la radio et expliquer que Nicole là m'a volé ma chanson, ce n'est pas la solidarité féminine, je n'aime pas certaines attitudes, ça peut commencer à grincer. Moi je peux vous dire que cette interview de Chili, vu qu'il s'agit de Chili, pour ceux qui ne connaissent pas Chili, c'est ça. Cette interview de Chili a été diffusée. Je me rappelle que je l'ai vue le matin. Dès le moment où j'ai vu l'interview de Chili, je regardais déjà Nicole d'un mauvais œil. En plus, c'était à l'époque le premier album solo de Chelsea qui était censé arriver. Chili travaillait, elle venait de signer chez Akon. Donc, quand on nous apprenne que Chili a perdu une chanson face à cette Nicole Scherzinger, on se disait mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, de fait, même si cet événement n'en a pas joué sur l'appréciation globale du titre, en fait, il a quand même cristallisé quelque chose dans les radios R&B. Pourquoi? Parce que plusieurs grosses radios n'ont même pas diffusé la chanson de Nicole, mais ils ont fait quoi? Ils ont diffusé la démo que Chili avait donnée parce qu'à la base, cette chanson de Nicole, Whatever You Like, était chantée par Chili et Missy Elliott. Et donc Chili, en venant à la radio, a fait leaker sa démo. Donc certaines radios disaient on va soutenir l'ambiance CLC et on diffusait cette version-ci. Ce qui sur le coup était plutôt de bonne guerre parce qu'on se disait Nicole l'a un peu abusé. Mais avec le recul quand même, ayant compris que Chili elle-même est un cas social, c'était quand même assez coriace de la part des radios R&B hip-hop, même si encore une fois, ce n'était pas l'audience principale de Nicole en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va faire un album qui est plus ou moins R&B avec des sonorités pop parce que c'est ce qui marche, mais c'était pas forcément son audience de base, c'était juste pour surfer sur la vague. Ça n'a pas pris sur le premier single, qui n'a pas non plus été soutenu par les radios pop, et sur le second single, elle va faire appel à will.i.am, qui va lui écrire le fameux Baby Love. Le titre est plutôt sympathique, mais à l'époque, will.i.am produit pour tout le monde. Et d'ailleurs, on entend tout de suite que c'est du will.i.am de l'époque. C'est sympa, sans être transcendant. Elle nous fait un clip un peu mignon. Mais surtout, il y a un moment pour moi où les choses ont changé. Je vous ai dit que ça fait très longtemps que je blogue, donc vraiment, je me rappelle vraiment de cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on attend Nicole aux EMAs, au American Music Awards, parce que c'est sa première prestation solo à cette cérémonie-là. Elle est avec will.i.am et elle doit donc chanter ce titre-là. Dans l'audience, il y a absolument tout le monde. Tout ce que Nicole a à faire, c'est slay parce que tout le business est là, y compris ce qu'elle pense être sa concurrente principale, Beyoncé, dans la salle. Et Nicole va donc monter sur scène et c'était censé être son deuxième Hiroshima, le premier ayant été comme une sorte de cigarette dans un verre d'eau. C'était là qu'elle était censée tout casser et ça ne va pas du tout se faire. Pour moi, cette prestation, et j'ai d'ailleurs fait un article dessus il y a quelques années, et il s'est toujours vérifié parce que je l'ai fait il y a quasiment 8 ou 9 ans. Je vais le mettre en description d'ailleurs. Dans cet article, je citais les prestations qui ont fait en sorte que les artistes ne se relèvent plus jamais de leur carrière. Même si après il y a eu quelque chose, c'était toujours différent.
Et pour moi, Nicole Scherzinger a complètement foiré le lancement de son premier album avec ces prestations-là en fait. Et c'est bizarre parce qu'effectivement, c'est pas une mauvaise chanteuse. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être qu'elle était hyper stressée, peut-être qu'il y a eu un truc de ouf, mais elle est complètement exécrable. C'est-à-dire qu'elle est vraiment mauvaise. Et Beyoncé dans l'audience est à la fois un peu supportive parce qu'elle comprend que l'autre est complètement largué. Et de l'autre côté, je pense que dans son cœur, elle va se dire que meuf, tu viens de tout perdre là. Parce que c'est en live, tout le monde voit la prestation et d'ailleurs après, il va y avoir pas mal de polémiques dessus et je sais que beaucoup de gens, là tout de suite, ne vont pas comprendre en fait. Ils vont se dire que mais pourquoi est-ce qu'on peut faire une polémique sur une meuf qui chante faux, ça arrive. Sauf qu'à l'époque, ce n'est pas juste ça en fait. Bien sûr, Rihanna pouvait chanter faux, ça c'est pas très grave. Le truc pour Nicole, c'est que dans la manière dont elle était lancée, elle avait pas le droit à cette erreur précise là. C'est-à-dire que c'était juste que maintenant je dois vous montrer que je suis la plus forte et après on va voir le reste. Et là, ce soir-là, elle va salement se planter. will.i.am va même monter au créneau pour la défendre en disant que oui, ça arrive à tout le monde. Mais il y avait aussi un relent de karma en fait. Et c'est une idée qui poursuit toujours Nicole jusqu'aujourd'hui, à savoir que les gens se disaient, oui, elle qui pense qu'elle est la plus forte, qu'elle est meilleure que les autres, avec son petit côté dédaigneux, regardez, elle n'a pas été capable de faire cette prestation-là. Et c'est à partir de là que l'air va commencer à s'effriter au niveau de l'image. Elle arrive vraiment avec le titre en compagnie de Diddy comme une sorte de missile sur la scène pop et petit à petit ça descend. Quand Whatever You Like ne marche pas avec la polémique avec Chili, ensuite on a Baby Love, ça ne marche pas, Interscope sort tout son budget, elle va avoir 3 autres singles envoyés en radio, elle va même avoir un titre avec Brick and Less qui cartonnait à l'époque, on va lui dire ça marche, essaie de faire ça. Un titre avec Timbaland que j'adore qui s'appelle Let's Get Physical ou encore Super Villain. C'est-à-dire que Interscope va mettre tous les moyens pour que l'album soit sauvé parce qu'ils ont énormément investi et que c'est leur ploso d'or en fait. Depuis le départ, il y avait pour eux cet objectif de l'album solo de Nicole et là ils vont voir que petit à petit le buzz s'effrite totalement et ça s'effrite tellement qu'à un moment ils se rendent compte et ça va être la douche froide pour Nicole qu'en sortant l'album, ils ont plus à perdre qu'à gagner. Et ils vont donc décider de l'annuler. Pire encore, quand ils vont prendre cette décision d'annuler la sortie de l'album, bah en fait, il va y avoir des communiqués de presse de la part d'Interscope. Pourquoi? Parce qu'ils vont virer du monde. Et quand ils vont virer du monde, les articles de presse vont dire que l'une des raisons pour lesquelles Atlantic vire les gens, c'est l'échec commercial absolument Hiroshima-esque de Nicole Scherzinger 1 qui a conduit à ça. Mais en deuxième position, vous vous rappelez qu'il y avait une rappeuse qui à l'époque essayait de sortir son album. Elle aussi va voir son album être annulé. Et c'était donc les deux, à savoir donc EVE. Oui, après l'annulation de Her Name is Nicole et de l'album de EVE, Interscope vire du monde et les responsables sont pointés, à savoir les deux, parce qu'il y a eu énormément de budget investi, notamment sur Nicole. Et c'est donc pour ça que très vite, quand ils voient que vraiment ça ne prend pas sur Nicole, ils vont recycler plusieurs des chansons de Nicole en disant on a déjà investi et on va mettre ça dans le second album de Pussycat Dolls. C'est pour ça qu'il arrive juste après, on la refourgue dans le studio en disant rappelle tes consoeurs. Et d'ailleurs c'est pour ça que dans la vidéo sur les Pussycat Dolls, elle enregistre quasiment toutes les chansons seule en fait. La plupart de ces chansons là en fait étaient à la base pour elle-même. C'est juste qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas vendre ces chansons-là comme on voudrait les vendre avec le fameux Her Name is Nicole. Donc on va recycler tout ça, on va mettre ses pots de fleurs derrière et on va sortir le second album avec ce single-ci. C'était déjà expliqué dans la précédente vidéo, à savoir que la formule burlesque s'efface un peu sur ce second album là, ce qui va faire en sorte que les Américains n'aient pas un gros attachement au groupe en lui-même, mais elles vont continuer de cartonner partout dans le monde. C'est comme ça aussi que les tensions vont apparaître aux yeux du grand public. On va pas toutes se les refaire, mais bon, juste pour le plaisir. Memorable moments making Doll Domination. I have a lot of memorable moments. I loved making the album. I'd have to say, so hopefully people get that message to stay strong. Definitely. One of my most memorable moments while making the album was when we performed for the first time. Et toujours est-il que mettez-vous à la place de Nicole. Elle est née seule. Elle chantait seule en sortant du ventre de sa mère et elle veut continuer à chanter seule. En plus là avec Interscope, c'est elle qui fait le lien entre le label et les autres filles parce que les autres filles elles n'intéressent pas vraiment le label en fait. Donc l'album tout artistiquement est pensé avec Nicole et les autres on les ajoute. C'est pour ça donc que vers la fin elle leur dit en fait non, les Pussycat Dolls ce sera vous et moi je vais être Nicole en fait. Je vais me séparer, pourquoi? Parce qu'il faut que ma carrière solo avance, donc ce sera Nicole featuring de Pussycat Dolls, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, pour pouvoir se mettre en avant et ensuite récupérer et lancer son second album. À
partir de ce moment-là et de la fin de la seconde tournée des Pussycat Dolls, les gens vont commencer à penser que son heure est passée. Parce qu'à l'époque, faut que je vous dise la vérité, nous on l'appelait notamment sur les forums Nicole Flopsinger. Parce qu'on a vraiment vu toute la promo d'Interscope autour d'elle et ça ne prenait vraiment pas. Ce n'est pas contre elle en fait, c'est juste que c'est un fait. She was a flop et comme son nom c'est Zinger, c'est que c'était plus simple de l'appeler comme ça. Donc à l'époque, sur pas mal de forums, les gens se disent que son heure est passée. Surtout que pour certains, elle arrive à la trentaine, rien n'a assez démocratisé depuis. Rihanna qui était la petite qui faisait un duo avec elle en 2006-2007, c'était ça. Est depuis devenue une pop star de premier plan. Elle entre dans sa trentaine. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir proposer d'assez original pour faire en sorte que le public s'intéresse à elle alors qu'elle est là depuis un certain moment en fait? Parce que c'est la question qui se pose pour beaucoup. Et avant donc de lancer ce second album, Nicole va se dire c'est mieux que je fasse un peu de télé en fait. Elle va participer à Dancing with the Stars et elle va montrer à tous les Américains que les gars, je sais danser de ouf en fait. Me prenez pas pour n'importe quoi. Elle va remporter la compétition. Après cette victoire qui a été façonnée pour réchauffer les relations ou alors créer un lien beaucoup plus fort entre elle et le public américain, on se lance dans la promo du second album de Nicole qui a commencé depuis quelques temps en UK. Parce que je vous ai expliqué que le groupe était beaucoup plus populaire en UK, donc la ficelle de jouer sur la carrière solo de Nicole était plus simple en UK. Mais c'est là que va se poser pour moi son second problème, qui est peut-être son problème le plus profond, à savoir un problème de personnalité musicale. Very talented, can do a lot with her voice. I think her problem has been, to this point, she hasn't really found a home for her voice. Quand tu es entre parenthèses plus âgé dans le game, c'est très compliqué, ça ne veut pas dire que c'est impossible, de pouvoir avoir le même succès que les plus jeunes en faisant exactement la même chose qu'elle. Moi je tiens à le dire, et je sais que ceux qui me suivent depuis 10 ans savent que ce n'est pas une analyse que je fais avant, parce que certaines personnes croient que je fais des analyses avant alors que en fait en réalité je reprends ce que je disais déjà à l'époque. Bah en fait moi j'ai toujours pensé, et depuis 2008, parce que j'aime beaucoup l'album Her Name is Nicole, même s'il a été annulé, je l'ai en fait. Moi j'ai toujours pensé qu'au vu de son timbre vocal, Nicole aurait dû faire autre chose. Mais cette autre chose là que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo, ce n'est pas sur ça qu'ils vont miser sur le second album. Ils vont se dire elle doit être une pop star de premier plan. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout ce qui marche actuellement. Lady Gaga cartonne avec Red One. Donc du coup ce sera son premier single qui s'appelait Poison, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un titre que Lady Gaga aurait pu chanter. Ensuite, elle va avoir Don't Hold Your Breath et surtout Right Here qui était en fait What's My Name de Rihanna et Drake partie 20 000 en fait, parce qu'on a eu tellement de parties de cette chanson là à l'époque. Alors l'album va avoir un petit succès en UK, donc de fait là elle va se dire waouh, je peux quand même sortir un album. Elle va vendre environ 140 000 exemplaires, donc elle va commencer à avoir une petite carrière solo, mais pas du tout aux États-Unis en fait. Même si Right Here avec 50 Cent va avoir des passages radio, il ne va pas suffisamment avoir de passages radio pour créer l'intérêt autour de Nicole. Et c'est donc à partir de cette époque là que je vais vraiment matérialiser quelque chose pour moi, à savoir que le public américain n'a absolument aucun affect pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne la connaissent pas, ils la regardent à la télé et ils peuvent voter pour elle, ils peuvent l'écouter à la radio, mais comme ce n'est pas hyper original ce qu'elle produit à l'époque et que eux n'ont aucun affect pour elle, bah en fait il n'y a pas de buzz en fait, c'est à dire que ça passe à la radio comme n'importe quoi. C'est pas vraiment elle a sorti un nouveau titre, on va l'acheter. Elle ne produit pas cet effet là chez eux. Il y a presque un côté, c'est une trop bonne élève en termes de capacité, ce qu'ils lui reconnaissent parce qu'ils sont capables de voter pour elle à Dancing with the Stars, mais de l'autre côté sur son art à elle-même, parce qu'il y a un manque d'originalité flagrant. Il n'y a pas de support outre mesure parce que le personnage aussi ne paraît pas sympathique après tout ce qui s'est passé autour des Pussycat Dolls. C'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à être juge dans plein d'émissions. Elle va notamment remplacer Cheryl. Vous vous rappelez de l'épisode avec Cheryl Cole qui se fait quasiment éjecter de X Factor aux États-Unis parce qu'ils disent qu'ils n'entendent pas quand elle parle parce qu'elle a l'accent anglais. Bref, ça se passe comme ça, c'est Nicole qui la remplace. Et donc Nicole a toujours de la visibilité en fait, c'est-à-dire que les gens la voient, ils l'entendent chanter. Et ça c'est très important parce qu'elle va même faire une prestation qui est absolument superbe sur le Fantôme de l'Opéra, c'était ça. Donc il la voit chanter, mais il n'y a toujours pas d'intérêt pour sa carrière solo. Là elle veut lancer un autre album en UK, mais le single Boomerang ne va pas marcher. Et c'est donc à partir de là que Interscope va se dire que même s'il y a des petits trucs avec Nicole ainsi par là, même si dans certains pays ça semble un tout petit peu prendre, en fait les moyens mis en œuvre pour que Nicole marche sont tellement importants que ce qu'on a en retour ne donne pas grand chose. Surtout que même la tournée anglaise qu'elle va vouloir faire ne va faire que quelques dates en fait. Il n'y a véritablement pas d'engouement autour du personnage, mais ça ne va pas l'empêcher d'avoir la
la chance de signer une nouvelle fois un deal, et cette fois-ci chez Sony, parce que Interscope la vie, Flop Zinger c'est bien pendant un moment, mais bon là, ça fait 10 ans qu'on essaie, ça prend pas comme on veut, donc il la vire. Elle a un nouveau deal chez Epic, et pour ce deal chez Epic, elle fait appel à The Dream, et elle va me faire de grandes déclarations en fait. Elle va dire que cet album-là a inspiré par Janet Jackson, que l'album qu'elle écoutait le plus pendant qu'elle faisait cet album-là, c'était The Velvet Rope, et le premier single qui s'appelle donc Your Love est inspiré du clip de Janet Jackson, Love Will Never Do. Et là encore, je n'ai jamais compris. Je ne le dis pas 10 ans avant en fait, je n'ai jamais compris au moment où ça se faisait. Parce que ça m'avait juste confirmé qu'elle a un vrai problème de personnalité artistique en fait. Le fait de prendre The Dream de base, 4-5 ans après ses plus gros succès, je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait, le single Your Love, quand vous l'écoutez avec la petite mélodie là, c'est exactement ce qui se fait depuis plusieurs années à l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que ça va avoir plus ou moins un petit succès en France en fait. C'est un peu dans la veine de Maroon 5 ou alors de Et alors de Shime au niveau de la rythmique là. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait? En disant oui, là je viens avec un album personnel parce que les gens ne me connaissent pas vraiment. Et ça, c'est une critique qui revient chez elle en fait. À plusieurs reprises, on lui dit c'est vrai que tu es très bonne, mais les gens ne connectent pas avec toi, ils ne connectent pas avec ta personnalité. Bah en fait, reviens avec quelque chose de très humain. Là, elle explique qu'elle revient à quelque chose de très humain. Et encore une fois, non seulement ça ne met pas en exergue son talent vocal dont elle parle beaucoup, mais de l'autre côté, c'est toujours, sauf pour son premier album Her Name is Nicole, où elle est vraiment sur le son du moment au moment même, elle est toujours en arrière. Et c'est vrai que par rapport à ce qui est fait, c'est pas extrêmement mauvais, mais c'est toujours la meuf qui arrive après la guerre, qui refait ce qu'on a déjà fait et qui se dit pourquoi ça ne peut pas passer. Mais je reste persuadé d'une chose, je l'étais déjà à l'époque et je le suis encore aujourd'hui, quand tu es un peu plus âgé que les autres, même si tu n'es pas vieille sur la scène pop mainstream, bah en fait si tu fais exactement la même chose, si tu copies Lady Gaga, tu peux pas t'attendre à avoir exactement le même succès qu'elle en fait. C'est exactement ce qui va lui arriver cette fois-ci, surtout que pour moi ce genre de chanteuse à partir de cet âge-là doivent commencer à se penser sur le long terme, à savoir je construis une legacy, je construis un héritage. Là ce qu'elle fait, même si elle est accompagnée par The Dream, c'est une sorte de pilotage automatique et ça va être très violent parce qu'on va voir que même dans les pays où la chanson va avoir un petit succès, personne ne va vouloir acheter l'album de Nicole qui s'appelait Big Fat Lie en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connectent pas en fait. Ils ont juste écouté une chanson comme ça qui passait, qui leur rappelait le son de la mode de l'époque. Mais Nicole en elle-même, pour un album en 2014, y compris pour les Anglais, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, même si la chanson Run par exemple était plutôt sympa. Encore une fois, c'est lassant de le dire, mais c'est la vérité. On n'est pas dans l'extrême originalité, mais c'est la balade typique pour qu'effectivement le public de X Factor soit ému. Elle va la chanter dans plusieurs shows. Parce qu'en plus, vous le savez, c'est une X Factor internationale en fait. Elle est absolument dans tous les X Factor du monde. Donc elle va chanter, sauf que le public ne va pas connecter. Et surtout, encore une fois, le public américain ne va tellement pas connecter que l'album aussi sera annulé. Et là, ça va commencer à être très très dur pour elle. Donc son premier album est totalement annulé. Moi, je l'ai parce qu'en fait, il avait leaké à l'époque, dont j'ai les chansons, mais il est introuvable, il est totalement annulé. Le second sort en Europe, mais il ne sort pas aux États-Unis. Le troisième sort une nouvelle fois en Europe, et sur le coup, au moment de sa sortie, il ne sort pas non plus aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Interscope avait vu que la demande autour de Killer Love n'était pas ouf pour le public américain. Et pareil, quand ils vont sortir Big Fat Lie, il n'y avait absolument aucune demande du public américain, donc l'album ne va pas sortir sur le champ en fait. Donc là, ça va faire 3 albums qu'elle ne va même pas réussir à sortir dans son pays natal. Et c'est donc là qu'elle va faire cette fameuse interview où on va lui demander pourquoi tu penses que ta carrière solo ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle va surprendre tout le monde dans The Independent Magazine. La première chose que Nicole Scherzinger dit pour expliquer le fait que sa carrière ne marche pas, c'est qu'elle ne sait pas. Ensuite, elle explique que, et c'est la phrase qui réchauffe le cœur de beaucoup de ses fans, que c'est parce qu'elle n'a pas vendu son âme. Oui, les autres qui marchent ont vendu leur âme, mais Nicole n'a pas vendu son âme. Et c'est ce que beaucoup de ses fans se disent depuis plusieurs années. Ils disent que oui, vous avez vu, elle a dit dans l'interview là qu'elle n'a pas vendu son âme. Les autres sont toutes des sorcières, des diablesses, elles ont toutes vendu leur âme. Nicole ne l'a pas fait. Et cette phrase en réalité, quand on la prend comme ça, est totalement sortie de son contexte. Parce que dans l'interview, en fait, générale, elle dit « je n'ai pas vendu mon âme, certes », mais elle le place dans un contexte industriel en disant que « regardez, les autres, elles jouent beaucoup de leur corps. Si j'avais été un peu plus sexuelle, si j'avais été un peu plus slutty, un peu plus bitch, quoi, bah je pense que j'aurais une meilleure carrière. Mais moi, je suis bien trop sage et je mise sur mon talent. Et c'est pour ça que sur la fin de l'interview, elle termine en disant « je n'abandonnerai pas. Où est mon Tony Award? Où est mon Grammy Award comme celui de Stevie? Et où est mon Oscar? » I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end.
Alors, je vais être un peu dur, il faudra me pardonner, mais je vais vraiment essayer de vous le dire comme je le pense et de la façon la plus douce à laquelle je peux penser en fait. En fait, quand j'ai lu cette interview, c'est là que j'ai compris que Nicole Scherzinger se protège et elle fait bien de se protéger parce que j'ai un ami, j'ai un de mes meilleurs amis et souvent on se connaît depuis très longtemps et des fois on parle d'artistes, enfin on peut parler d'artistes pendant des heures et des fois il a un truc qui me dit tout le temps que mais comment il fait pour dormir ou comment il fait pour dormir. En fait il parle des artistes parce qu'on connaît plus ou moins bien leur carrière et il dit tu vois il est passé à côté de ça, il me dit mais comment est-ce qu'elle fait ou comment est-ce qu'il fait pour dormir. Et du coup souvent dans ce genre de conversation qu'on a entre lui et moi, on se dit que souvent pour pouvoir t'endormir dans un certain cas de figure, il faut absolument que tu te montres à toi-même parce que ce n'est pas facile en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas très facile de se dire que j'avais tout le monde à mes pieds et après du jour au lendemain personne ne veut acheter mes albums en fait. C'est très particulier d'être dans ce genre de cas de figure, surtout quand tu as un très égo et que tu es consciente qu'en réalité tu as tout le package en fait. Je sais danser, je sais chanter, je sais faire ceci. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il faut forcément qu'il y ait quelque chose qui puisse te protéger. Et je pense que dans la tête de Nicole, la chose qui la protège, c'est ce qu'elle vient de dire, à savoir qu'elle n'est pas assez slutty parce que franchement, quand on sort des Pussycat Dolls, venir nous expliquer que je ne marche pas parce que je n'ai pas été assez sexuelle. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité en pleine guerre d'Irak. Franchement, qu'est-ce qu'elle voulait nous montrer de plus? Son échographie. Et encore une fois, je précise pour certaines personnes qui pourraient mal interpréter mes propos que je n'ai absolument aucun problème avec ce que les Pussycat Dolls faisaient et elles peuvent même continuer à faire pire. C'est pas mon propos. Mais le propos de dire que je n'ai pas de carrière parce que je n'ai pas été assez sexy et sexuelle et slutty, c'est totalement faux parce que même dans sa carrière solo, elle joue de ça, elle fait la couverture de Playboy, elle a toujours joué de son sex appeal, ce qui est son droit le plus légitime, mais se servir de ça pour pouvoir dire que regardez, Rihanna, Beyoncé et Lady Gaga, parce qu'en réalité c'est elle qu'elle vise sans les viser, sont plus sexuelles que moi et donc c'est pour ça qu'elle marche. Ce n'est pas la vérité en fait. Alors je peux comprendre que ce soit un modèle pour se protéger elle-même et ce genre de choses, mais quand on est factuel et quand on est honnête, Nicole a tout autant joué de son sex appeal, voire même un peu plus à certains moments que les autres, sauf que ça a moins marché parce que selon moi elle a vraiment manqué de chance sur son premier album Her Name's Nicole. Mais ensuite, en plus du fait que l'âge a quand même un peu joué contre elle, elle proposait quelque chose qui n'était pas original, elle faisait exactement la même chose que les autres après les autres et ce n'est pas forcément comme ça que tu construis une carrière, surtout quand tu n'as pas un immense capital sympathie autour de ta personne. Moi j'ai toujours pensé, et c'est pas une analyse que je fais après, pour ceux qui lisent mon blog depuis des années, ils vont vous dire que je dis ça depuis peut-être 2010 en fait, depuis que j'appelle Flopsinger. J'ai toujours pensé qu'elle se trompait totalement de direction musicale et qu'effectivement ce qu'elle dit là pour se protéger aurait dû être sa réalité. Moi je pense que Nicole, en réalité, son grain de voix là, quand elle dit qu'elle sait chanter, oui certes elle sait chanter, mais sa voix n'est pas forcément la plus adaptée pour la musique exacte qu'elle fait. C'est-à-dire que moi effectivement je n'aurais pas joué comme elle a voulu jouer sur la suite des Pussycat Dolls et sur la chanteuse pop mainstream, mais j'aurais joué sur le total inverse. C'est-à-dire que vous savez, elle aurait pu tout à fait exister sur la scène mainstream mais avoir un côté où c'est la meuf qui vous fait des albums un peu pop jazzy, des albums de reprise, parce qu'elle a ce côté là en fait. Elle a ce côté femme fatale, elle a ce côté où elle peut jouer un peu le côté jazz pop ou même un peu côté soulful pop. Et comme à partir de 2008-2009 elle était déjà à la télévision, elle aurait pu se construire un créneau sur ça qui bien sûr ne lui aurait pas donné forcément d'immenses tubes, quoique on voit Adele, mais qui aurait peut-être pu lui permettre d'avoir un public beaucoup plus fidèle dans sa niche à elle en fait. Et quand elle serait peut-être revenue chez les Pussycat Dolls, même si je pense qu'elle n'en aurait plus eu besoin, elle aurait pu jouer la slutty. C'est justement parce que chez elle, il y a une sorte de dualité qu'elle est dans cette situation-là. Parce que la carrière solo dont elle parle, en fait, elle l'a eu en fait. Sa carrière solo, c'est les Pussycat Dolls en réalité. C'est son concept d'originalité. C'est le fait de se dire que je chante en solo sur la scène pop mainstream et j'ai des pots de fleurs derrière moi. C'était ce concept-là de carrière solo qui était original pour elle. Quand on écoute les Pussycat Dolls musicalement, il n'y a rien d'originalement fou en fait, en termes de musique dans ce qu'elles font. Mais le concept est sympa, c'est fun, et du coup ça a plu à beaucoup de gens. Donc sa plainte ne me paraît pas légitime, et l'histoire de vendre son âme au diable encore moins. Non seulement elle est sortie de son contexte dans l'interview, parce qu'en fait elle dit que vendre son âme au diable globalement c'est être un peu slutty, ce que selon moi elle est, mais en plus là elle est en train de tenir le discours de certaines chanteuses de gospel ou alors de Tweet, parce que Tweet dit ce genre de choses, et je comprends pourquoi Tweet le dit, parce que Tweet a certaines valeurs, elle est très chrétienne et ce genre de choses, alors que elle-même a cartonné avec les Pussycat Dolls et que beaucoup de gens auraient pu très bien dire que quand tu cartonnais avec les Pussycat Dolls, est-ce que tu ne vendais pas ton âme au diable non plus en fait? Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'elle-même, si on parle même de vendre l'âme au diable, a d'abord vendu son âme au diable et après le contrat a été modifié et ça a cessé de marcher en fait? Je trouve que c'est un peu trop facile de venir jouer sur cet argument là parce qu'encore une fois,
artistiquement, elle n'est pas ouf. Même si elle sait chanter, c'est pas quelqu'un qui a une vision artistique. Donc de fait, son concept de carrière solo, c'était les Pussycat Dolls. Si elle voulait maintenant faire carrière solo sans ces autres personnes, elle aurait pu trouver un autre concept. Je vous ai dit que moi, j'ai toujours pensé, au vu de son timbre solo, qu'elle aurait pu aller sur toute autre chose que la pop mainstream et elle aurait pu s'imposer parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce créneau-là et que elle a le physique pour être totalement sexy sans être jamais dénudée. En fait, vous proposez une sorte de pop soul jazzy là qui va passer crème et séduire un public beaucoup plus adulte. Je pense d'ailleurs toujours qu'elle peut le faire, même si quand il y a eu l'opportunité de faire cette transition, notamment quand elle a cartonné au Royaume-Uni dans la comédie musicale Cats, parce que pour moi c'est ce genre de voix en fait. Pour moi elle a la voix de comédie musicale. Ça a super bien marché et c'était son opportunité de faire cette transition qui me semble totalement naturelle au vu de son format. Il fallait donc partir aux États-Unis pour présenter la comédie musicale aux Américains et quand il a fallu partir, on lui a proposé un contrat avec X Factor et elle a choisi d'aller être juge à X Factor, ce qui a d'ailleurs créé des problèmes entre les organisateurs et elle. Mais c'est aussi la preuve qu'elle n'a pas voulu son Tony Award en fait. Quand elle dit que oui, mon Tony Award, en fait pour avoir ton Tony Award, il fallait aller à Broadway présenter Cats et là tu l'aurais peut-être eu en fait. D'ailleurs elle a été remplacée par une chanteuse qui est sur un format assez similaire aussi en fait dans l'idéologie musicale. Vous savez de qui on parle? Leona Lewis. Alors sur certains soucis que Leona va rencontrer, elle retrouve beaucoup Nicole Scherzinger, même si elles ont des personnalités totalement opposées et qu'en réalité Leona est beaucoup moins à l'aise que Nicole sur scène. Mais elles ont sur certains points des trucs assez similaires. Leona va reprendre le rôle, ça n'a pas marché de ouf pour elle, mais je pense toujours que Nicole aurait pu avoir quelque chose à gagner, notamment un fameux Tony Award parce qu'elle le veut tant. Et depuis en fait discographiquement, elle ne fait que ça en fait. Elle ne fait que de la télé, alors que peut-être elle aurait pu avoir encore 2-3 coups à jouer avant d'arriver à la quarantaine. Ce mois-ci, elle a sorti un nouveau titre Bingo avec Luis Fonsi. Elle reprend ensemble, c'est très latin. Encore une fois, elle est exactement dans le son du moment. Sauf qu'elle le fait 2-3 ans après. Aujourd'hui elle a 42 ans, donc les opportunités sur la scène mainstream, même s'il y en aura encore toujours, sont de plus en plus réduites parce que ce sera plus compliqué en fait. Chaque fois qu'on parle d'agisme, les gens font les hypocrites, ils font semblant, alors qu'en réalité c'est quelque chose certes qui est distillé par l'industrie mais qui est très naturel en fait. Combien d'artistes de 80 ou 70 ans suivez-vous en fait? Dites-moi, combien d'artistes de 80 ou 70 ans suivez-vous? Pourquoi est-ce que quand ce sont vos artistes que vous connaissez, vous êtes choqués par l'agisme alors que vous-même en grande majorité, vous n'écoutez pas les derniers albums de Cher ou de Gladys Knight ou de John Warwick en fait, parce que ce n'est pas votre génération. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais les écouter en fait, mais vous n'allez pas les suivre de la même manière que vous suiviez par exemple Brandy ou Usher ou alors pour certains Lil Nas X en fait. Il faut bien voir que certes c'est de la musique, mais il y a un rapport malgré tout générationnel et dans son cas elle sur la scène pop mainstream, c'est-à-dire que très grand public, ça va être beaucoup plus dur de s'imposer, surtout qu'elle n'a pas réussi à le faire au cours des 15 dernières années. Sinon il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, je bossais dans un label. D'ailleurs il faudrait que je vous raconte plein d'histoires sur comment je suis arrivé à travailler là, sur comment après j'ai cherché du travail en label, j'ai pas trouvé, enfin, c'était ouf cette période. Mais je vous raconterai. Quand je travaillais en label, j'avais un chef de projet incroyable. D'ailleurs, je pense toujours que c'est un des meilleurs chefs de projet ever en France. Et on parle de musique, on parlait de musique pendant des heures et tout, on débattait. Je me battais aussi souvent avec le chef même du label parce qu'il disait des choses un peu horribles sur Whitney Houston, mais il y a plein d'histoires. Et donc en fait, mon chef de projet et moi, on avait beaucoup de débats. Et quand souvent je faisais des articles à l'époque et tout, sur Nicole Scherzinger, il me disait « Steve, je suis sûr que tout ce que la fille raconte, elle a dû mal parler à la mauvaise personne quand elle était chez Interscope. Et quand on l'a virée d'Interscope, c'était la fin pour elle en fait. Il me dit, je suis sûr que c'est son caractère qui fait en sorte qu'elle n'ait pas la carrière qu'elle pense vouloir mériter parce que dans sa tête, elle a trop d'ego. Et c'est intéressant parce qu'il y a un article du Washington Post qui dit que Nicole Scherzinger est le modèle parfait du fait que tu peux savoir chanter, savoir danser, être belle, avoir tout le package et avoir de l'exposition maximum. Parce qu'encore une fois, elle a une exposition maximum, on la voit tout le temps et les gens n'accrochent pas. C'est-à-dire que le brin de magie là n'existe pas chez elle et peut-être que ça n'existe pas parce qu'encore une fois, je ne la connais pas personnellement à cause de son caractère. J'aime pas dire karma parce qu'on sait pas qui sont les gens dans la vraie vie, mais l'épisode qui m'a toujours fait chic chez Nicole, c'était l'épisode de Michael Jackson. Je sais pas si vous en souvenez, Michael Jackson est en studio avec will.i.am et il demande donc à will.i.am de faire venir Nicole. Nous sommes en 2006 je crois. Michael Jackson, lui il a vendu 160 millions de disques, il chante depuis qu'il a 5 ans, il n'a pas besoin de Nicole pour vivre. Vous vous rappelez que quand Michael Jackson a demandé à Rodney Jerkins de faire en sorte que Brandy se place
devant lui, Brandy s'est évanouie. Donc c'est Michael Jackson quoi, le simple fait qu'il appelle pour dire que bon, j'ai vu que tu as du talent, je veux bien te rencontrer, surtout si c'est en studio. Tu viens en te disant que peut-être même que tu vas l'entendre faire une petite magie, tu vas copier et après tu vas mettre ça dans tes albums de Flopsinger là. Bah en fait Nicole Scherzinger, will.i.am l'appelle pour lui dire de venir en studio parce qu'il y a Michael Jackson. Et madame dit à will.i.am que non, je dois reposer mes cordes vocales parce que j'ai une prestation demain. Meuf, nous étions en 2006, qu'est-ce que tu chantais qu'il y avait besoin que tu reposes ta voix en fait? Tu n'es pas Céline Dion. Et vu ce que tu avais fait après au EMAs, on voit que même quand ta voix est contrôlée, reposée, ce n'est pas ça en fait. Donc elle a refusé de voir Michael Jackson en leur disant qu'elle viendrait une semaine après ou deux. Et elle-même dit qu'une semaine après ou deux, elle a oublié et que c'est son regret en fait de ne pas avoir rencontré Michael Jackson. En fait, moi je pense qu'elle n'y est pas allée parce qu'elle avait un très très gros ego. C'est-à-dire qu'elle était vraiment très focus sur elle. Elle pensait que tout lui était dû et qu'elle allait y arriver parce qu'elle avait le talent, mais c'est pas aussi simple en fait. 1 + 1 n'est pas toujours égal à 2 dans la carrière musicale comme elle a pu le constater. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez Nicole Scherzinger de sa carrière. Est-ce que vous aimez ce qu'elle fait en solo? Est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'elle a mérité ce qui lui arrive? Ou alors est-ce qu'effectivement elle n'a pas été assez sexy? Elle n'a pas été assez slutty? On aurait dû avoir ses échographies et tout pour pouvoir voir vraiment tout ce qu'elle vaut en fait. Est-ce qu'elle aurait dû faire comme ça? Ou alors est-ce qu'elle mérite finalement ce qui lui arrive? Est-ce que vous pensez qu'elle est originale en solo? Est-ce que vous avez acheté sa musique en solo? Et que pensez-vous aussi de son rapport aux Pussycat Dolls? Certaines personnes parlent de karma. J'aime pas le karma parce que encore une fois, on ne la connaît pas personnellement, mais beaucoup de gens disent qu'elle n'a pas de carrière solo à cause du karma. Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.